Nord. Toute l'actualité foot, Christian Palka, Maxime Lictefoot. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et sur le Facebook de France 3 Régions et aussi de France Bleu Nord pour suivre Tribune Nord, l'émission des deux médias du service public Nord Pas-de-Calais. Au sommaire ce soir, le week-end noir de Lille, Lens et Valenciennes. 3 matchs, 3 défaites. On en parle tout de suite et jusque 20h. Tribune Nord, une émission co-animée par votre serviteur et Maxime Lictefoot. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Ils sont autour de la table pour nous accompagner ce soir, nous apporter leur analyse et leurs avis. Jean-Marc Devray de France 3. Bonsoir. François Launay de 20 minutes. Bonsoir. Tony Giaquinto, ancien joueur et directeur sportif du LOSC. Bonsoir. Et évidemment Benoît Dequevauvillet, Médiacité et France Bleu Nord. Bonsoir. Les présentations sont faites et quel programme nous attend, Christian? Alors un petit changement dans l'ordre des sujets, vous allez voir si vous êtes habitué des autres émissions. Ce soir nous commençons, une fois n'est pas coutume, avec Valenciennes. Le sujet, comment peut-on perdre un match 4-2 alors qu'on mène encore 2-1 à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Deuxième sujet, Lens, que cache cette deuxième défaite consécutive, la première à Bollard de Lellis. Et enfin, le dernier sujet, le LOSC, faut-il être déçu ou pas du résultat de Lille au Parc des Princes face au PSG? Ça, c'est une question qui fait polémique. Tout au long de l'émission, on est en direct à la radio évidemment, mais aussi en vidéo, en live sur les pages Facebook de France Bleu Nord et de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. N'hésitez pas, comme d'habitude, je vois qu'il y a déjà pas mal d'internautes. On attend vos commentaires, vos questions sur Facebook pour alimenter les débats ou sinon sur Twitter avec le hashtag Tribune Nord. Et maintenant, c'est l'heure des cartons. Tribune Nord, les cartons. Les cartons, comme à l'accoutumée, bleu pour un coup de cœur, rouge pour votre coup de gueule de la semaine. Et on commence le tour de table avec votre carton, Christian. Bon, ce sera un coup de cœur pour Damien Perkis, le gardien de Valenciennes. Il était malheureux samedi après-midi face à Troyes. Il a encaissé 3 buts entre la 89e minute et la 95e. 3 buts en 6 minutes, 1 tous les 2 minutes. Alors qu'il avait été pendant tout le match, vraiment irréprochable. Il avait fait des arrêts vraiment décisifs. Bon, malheureusement, il perd 4-2. Il était malheureux, je l'ai vu. Voilà, c'est mon coup de cœur pour Damien Perkis. Jean-Marc, votre coup de cœur. Moi, ce sera un carton rouge alors pour le LOSC. Alors non pas pour son match à Paris, mais bien pour avoir délibérément sacrifié la Coupe de la Ligue. Christophe Galtier, qu'on avait vu en conférence de presse avant, nous avait dit non, on va prendre ce match au sérieux. Il n'y aura pas 10 changements. Alors il ne nous a pas menti, il n'y a eu que 9 changements. Mais on a vu la valeur des remplaçants qui n'est pas à la même hauteur. Et donc c'est quand même dommage et ça fait tâche l'année où le Stade Pierre-Mauroy va accueillir la finale de la Coupe de la Ligue d'avoir délibérément laissé tomber ce match. On va en parler dans le débat, justement. François Launay, votre carton. Carton bleu à Vahid Halilhodžić, l'ancien entraîneur du LOSC qui a gardé beaucoup d'attaches dans la région et qui est en train de relancer à lui seul le FC Nantes. Depuis son arrivée, eh bien, ça se passe très bien. Il reste sur 4 victoires d'affilée, dont 3 en championnat. Nantes est passé d'une place de relégable à la 10e et retrouve de nouvelles ambitions. Il y a même des buts, du jeu offensif comme on l'a vu hier face à Guingamp 5-0. 5-0, ouais. Bref, on se demandait ce que Vahid allait apporter au FC Nantes. Pour l'instant, on a une jolie réponse. Tony Giaquinto, à votre tour pour votre carton rouge au président de Valenciennes. Je crois qu'il est en train de se foutre de la tête des supporters et des Valenciennois. On n'a pas le droit d'agir comme il agit. Là, j'ai lu dans la presse spécialisée nordiste ce matin qu'il veut vendre, mais qu'il n'arrive pas à faire un rendez-vous. Je pense que s'il veut vraiment vendre, je crois qu'à partir du moment où cette personne ne veut pas délibérément céder sa place, il faut que les pouvoirs publics et la mairie de Valenciennes, monsieur le maire, fassent quelque chose. On va en parler, parce que Tony, dans le premier sujet. le club descend un petit peu à la fois et il risque de tomber très très bas. Mangez pas tous vos cartouches. Là encore. Benoît, à votre tour. Oui, moi je vais mettre un carton rouge. Alors je vais me l'adresser à moi-même, le carton rouge, mais il participe. Enfin, il était temps. Absolument. Vous êtes comme Alain Delon, vous parlez. Oh non, mais je vais vous associer à ce carton ainsi que François Launay. J'aime bien Alain Delon. Voilà, on a souvent, moi c'est plutôt Alain Delon. On a souvent pesté contre le LOSC qui parlait pas beaucoup aux médias, et notamment Mike Maignan. Et je l'ai vu, notre cher Mike Maignan, hier au Canal Football Club. À toi, quand je vois le niveau de ses réponses, je lui conseille de ne continuer à ne pas s'exprimer. C'était complètement insipide et sans intérêt.
Donc ce garçon, il est souvent très bon sur le terrain. Je pense à ces 2 arrêts contre Mbappé et Di Maria de grande classe pendant le match. Mais pour le moment, il n'a rien à dire. Donc tu continues de se taire, ce sera très bien. Et ben je vais terminer alors ce tour de table avec mon carton. C'est également un carton rouge pour Gérard Lopez, le président du LOSC, qui a déclaré à la mi-temps du match face au PSG que Pépé a de fortes chances de partir cet été, mais qu'il sera là cet hiver. Alors voilà, j'ai pas trop compris le timing de cette déclaration. Certes, il y a la question du journaliste, mais pour moi, il n'est pas forcément obligé d'y répondre. Et puis je trouve ça un peu dommage pour l'aspect sportif, pour les supporters aussi, pour garder les joueurs soudés, pour garder Nicolas Pépé sous pression et pour qu'il continue à faire de bonnes performances. Alors je suis peut-être un peu naïf, mais j'aurais bien aimé un président qui donne de l'ambition, qui dise on espère que Nicolas Pépé va nous emmener en Ligue des Champions et pourquoi pas la joue l'année prochaine avec nous. Et voilà, du coup, je trouve qu'il veut peut-être faire monter les enchères avec ce genre de déclaration. On va en parler. On va en parler dans le sujet. Gardez vos cartouches un petit peu on va en parler dans le sujet. Tribune VAFC, Christian Palka, Maxime Lictevoet. Alors la première thématique, celle de Valenciennes, on commence par Valenciennes. Comment peut-on perdre un match 4-2 alors qu'on mène 2-1 à 1 minute de la fin du temps réglementaire? Alors avant de débattre, on va voir tout de suite les statistiques qui ressemblent au cas présent. Eh ben il y en a très peu des statistiques qui ressemblent au cas de Valenciennes. Je me suis amusé, si je puis dire, à regarder depuis le début de la saison si des équipes qui avaient mené 2-0 s'étaient inclinées comme Valenciennes a pu le faire à 3 la semaine dernière. Et ben en fait, il y a seulement une équipe depuis le début de la saison, c'est Clermont qui menait 2-0 à Metz lors de la 3e journée et qui s'était incliné malgré cette avance de 2 buts. Il s'était incliné 3-2. Mais bon, la situation de Clermont était un peu différente. Ils avaient encaissé 3 buts dans la dernière demi-heure. Là, c'est bien pire, si je puis me permettre, puisque Valenciennes a encaissé 3 buts. Vous l'avez dit, Christian, 3 buts dans les 4 dernières minutes, 90, 91e et 93e. Et je trouve que c'est regrettable parce qu'offensivement, les joueurs de VA continuent de marquer. On l'a vu, ils ont encore mis 2 buts malgré l'absence de leur meilleur buteur, Robaille, qui était blessé. Ils ont une attaque qui a un nombre de buts digne du haut de tableau. Il pourrait être 5-6e. Le problème, c'est que derrière, si vous me permettez l'expression, c'est un peu la cata. Ils sont de loin la pire défense de Ligue 2. Valenciennes, à l'heure à laquelle on parle, est 17e et peut même passer 18e, donc barragiste, si Auxerre s'impose ce soir à Metz. Voilà, et le derby sera très important pour Valenciennes aussi. Pour Tony Gianquinto, tout à l'heure vous aviez commencé. Alors moi, avant de vous passer la parole, moi j'ai noté, il y a un truc que j'ai pas compris. Voilà ce que déclare dans la Voix des Sports Zdiek, Eddy Zdiek, le président de Valenciennes. Je ne m'oppose pas à Patrick Partouche, j'espère simplement qu'il va faire une offre respectable. Une offre respectable, mais j'en ne fais pas une affaire d'argent. Alors déjà, pour moi, c'est quoi une offre respectable? Tout à fait, oui. Non, par expérience vécue, une équipe qui mène... Oui, je sais pas. Moi, je suis pas dans... Combien il a mis? Je pense que l'offre respectable... Il n'a pas mis beaucoup, donc il va en avoir plus. Sinon, c'est pas la peine de se prendre la tête comme un président peut se le faire. Non, je ne sais pas s'il a mis 3 millions, mais... Non, il faut rigoler. Je sais pas, il en demande 4. S'il en demande 8, ça vaut pas 8. Vous connaissez bien le dossier Valenciennes, vous avez des chiffres, vous? En totalité, les actionnaires ont mis 6 400 000 euros. Oui, mais lui, à titre personnel, on n'a pas les chiffres précis. Les majoritaires, en tout cas, dans la holding qui est majoritaire dans le club, c'est un peu compliqué, mais c'est lui qui a la majorité des parts. Il semblerait qu'il ait mis quasiment 2 millions. Donc je pense. Jean-Raymond Legrand, il y a encore quelque part dedans. Je pense que si on parle d'argent, si Patrick Partouche propose 3 millions, il n'est pas impossible qu'Eddy accepte de partir. D'accord. Alors allez-y maintenant, mon cher. Donc par expérience vécue en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, je vais répondre à... Tu parlais d'une bonne attaque. Une bonne équipe se fabrique avec une bonne défense. Surtout en Ligue 2, oui. Moi, ça fait 50 ans que je suis dans le football de haut niveau, même si je l'ai quitté, mais je regarde toujours avec un œil, entre guillemets, de professionnel. On ne peut pas faire un bon championnat si on n'a pas une bonne défense. Ça, c'est clair, net et précis. Et là, c'est une 14. Je vais prendre un exemple que j'ai vécu avec Roubaix, on m'entendait 2. On va à Valenciennes, on mène 2-0 à la mi-temps. On perd 3-2. J'ai dit au président Maillard, on aura du mal à se maintenir.
Il m'a dit non, Anthony, il ne faut pas être défaitiste. Si on n'est pas capable de gagner un match, quand tu mènes 2-0, là, ils prennent 3 buts. Il menait encore 2-1 à la 89e. C'est même pas compliqué, ça veut dire. Impensable. Ça veut dire. Et quelques mois après, Roubaix descendait. Pour moi, Valenciennes n'a pas de niveau pour jouer en L2. François Launay. Sur Valenciennes. Ils étaient à 10, 10 contre 11 après l'expulsion de Geoffrey Cuffaut. Complètement évitable et qui a aussi c'est une faute d'ailleurs qui est symptomatique de ce manque de confiance de la part des Valenciennois. C'est une faute qui n'a aucun sens. Enfin, elle n'a pas lieu d'être. Il est à 80 mètres de ses buts. Il fait un tacle. Il vient mettre la semelle sur le mollet de son adversaire. Enfin, c'est incompréhensible. Non, mais ça traduit aussi le manque total de confiance dans laquelle se trouve cette équipe aujourd'hui. Moi, quand j'ai vu qu'il venait de. Encore une fois, François, dans cette équipe, il y a des joueurs d'expérience. Oui, Maxime l'a dit. Il y a une équipe qui a un potentiel offensif intéressant, mais entre une défense qui prend trop de buts et une attaque qui en a beaucoup, une espèce de mayonnaise qui ne prend pas. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué pour se sortir de la spirale dans laquelle ils sont. Ils sont en plein doute. Ce résultat ne va pas, ce scénario ne va pas arranger les choses, surtout avant un derby qui s'annonce très tendu sur et en dehors du terrain. Et il y a évidemment le contexte extra sportif qui n'aide pas non plus, même si évidemment. On peut pas tout imputer à chaque fois au contexte. Non, parce qu'il précise Eddy Zdiek en même temps et Patrick Partouche l'a fait remarquer. D'ailleurs, je pense que c'est pas lui parce qu'il dit lui-même que c'est pas un grand spécialiste du football. Je pense que c'est ses conseillers. On en connaît un. Il dit lui-même, Eddy Zdiek, que au mercato d'hiver, il ne pourra pas recruter. C'est pas possible. On a apuré les dettes, mais on peut pas. On n'a plus d'argent, on est au taquet. On doit plus rien, mais on peut pas. Et les spécialistes disent que s'ils ne recrutent pas, ils y vont tout droit. Je confirme. Enfin, ils y vont. Tout ça, ce sera très compliqué. Déjà là, c'est très compliqué. La chance qu'ils ont, c'est qu'on est qu'au mois de novembre, qu'il va y avoir une fenêtre de tir après le derby où ça va pouvoir négocier parce qu'il y a une trêve internationale. Il y a surtout un rendez-vous devant la DNCG le 23 novembre où ça pourrait être très important. Il pourrait y avoir des choses pas bonnes à entendre. Vous avez vu aussi ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne s'y présenterait pas à la DNCG le 23 novembre. Il espère. Ça veut dire qu'il espère avoir rendu les clés du camion en 2 semaines. Ça semble très compliqué. Non, je pense que ça peut se faire. Hein. Mais voilà, moi ce que je pense surtout, c'est que vu le contexte actuel, le rendez-vous à la DNCG, qu'on peut reporter des rendez-vous à la DNCG, c'est arrivé plusieurs fois, risque d'être reporté tout simplement. D'accord. Le temps de clarifier les choses au niveau de la gouvernance du VFC. Jean-Marc Devred de France 3 et après vous, Benoît. Vous n'avez pas encore parlé, messieurs. Là. Oui, enfin déjà, je parle pas trop du match, puisque comme Benoît, j'étais à Lens. Oui, non, mais sur le contexte. Le contexte, pas plus tard que vendredi, j'ai eu Eddy Zdiek au téléphone, puisque je lui ai demandé une interview. Il vous répond ? Non, il m'a répondu, mais pour me dire, non, j'ai décidé de pas m'exprimer, parce que les journalistes racontent n'importe quoi, il n'empêche que 2 jours après, il a parlé à un média. Attendez, là je précise, pour nos auditeurs, des fois, ils vont nous dire, mais pourquoi France Bleu Nord, vous parlez pas, vous n'avez pas d'interview du président et tout. Excusez-nous, ils nous parlent pas. À certains journalistes, ils parlent. Exactement, on l'a vu, puisque dans la première page de la Voix des Sports aujourd'hui. Tant mieux pour nous, comme ça on n'a plus qu'à prendre dedans. Donc on doit pas se fatiguer. Mais nous, ils nous parlent pas. Moi, j'ai déjà relancé. Je croyais que nos relations étaient un petit peu arrangées, et pas du tout. J'ai déjà appelé, ils répondent pas. Donc j'insiste pas. Voilà, c'est pour ça son attitude est quand même assez bizarre, puisque il choisit ses médias, mais il n'est pas le seul. Hein. Vous l'avez dit notamment pour le RC Lens. Mais surtout, je comprends pas tout à fait son attitude. Alors là, on lit que effectivement, il espère que le club sera vendu, comme ça, il n'aura pas besoin d'aller à DNCG le 23 novembre. Le 23 novembre, c'est demain, hein, donc c'est très illusoire. Ou ça veut dire qu'il a vraiment un contact avancé, il pense que ça va marcher, ou alors il balançait n'importe comment. D'autre part, effectivement, comme Tony, je pense aussi, c'est quand même très bizarre de dire, j'ai pas besoin de m'asseoir une table pour avoir une proposition avec Patrick Partouche. J'attends d'avoir une proposition. Enfin, c'est complètement incompréhensible. Oui. Il y a un flou qui forcément influe sur l'équipe. Je pense, avant de passer la parole à François Launay et Benoît, à Benoît et François, moi je pense que là il est en train d'accélérer quand même. Hein. Là il est en train d'accélérer parce qu'il voit que ça part. Excusez-moi, ça part en vrille. Ouais, en vrille, j'allais pas dire ça. Moi, ça part en vrille. Oui, je peux pas le dire. Ça part en vrille de tous les côtés. Et là, il se dit, si je veux rentabiliser mon investissement du départ, dont on ne sait pas combien, il faut que je vende. Voilà. Oui, moi je pense que. Vous êtes sage ce soir. On vous a peu entendu, c'est rare. J'attends qu'on me donne la parole. Je suis discipliné. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'Eddy Zdiek est en train de jouer un jeu malsain et pervers. Je vous explique. Il est en train de nous dire. Le 23 novembre, j'espère ne plus être là, j'espère être vendu, j'attends des propositions, messieurs, dépêchez-vous. Oui, c'est ça. Et en même temps,
savez, c'est un peu le pompier pyromane. Et en même temps, il est en train de nous expliquer que si le club n'est pas renforcé au mois de janvier, ça risque d'être très compliqué pour le maintien. Oui. Sauf que ce qu'on sait aussi, c'est que la banque d'affaires parisienne a déjà dit quasiment que ce club ne vaut absolument rien. Ça veut dire que la solution raisonnable aujourd'hui, ce serait que M. Zdiek dise le club est en danger. Même avec un nouveau stade. Le club est en danger. Je n'ai pas les moyens d'investir et de continuer tel que ça se passe actuellement. Donc, je vais trouver un arrangement très rapidement avec un repreneur pour essayer de redresser rapidement le club. Lui, il n'est pas dans cette logique. Il est dans la logique d'allumer l'incendie et de dire « Messieurs, faites-moi vos propositions ». Parce que, bien évidemment, il veut récupérer le maximum. Donc, c'est un jeu du chat et de la souris qui est en train de se mettre en place entre Eddy Zdiek et d'éventuels repreneurs. Et ça, je trouve que c'est très dommageable, car c'est le club de Valenciennes qui est otage de cette situation. Maxime Lictevoet. Oui, peut-être juste pour France revenir 3. un tout petit peu sur le côté sportif, sur le Facebook Live, il y a pas mal de questions et de réactions à propos du derby qui se oui. prépare On va pour en parler. Valenciennes contre Lens. Rapidement, messieurs, peut-être votre avis, est-ce que c'est une bonne nouvelle presque pour Valenciennes de jouer un derby, un match qui va être chaud, un match où, au contraire, allez-y, argumentez. Au contraire, le contexte est ultra tendu aujourd'hui du côté du VFC, qu'il suffit d'une étincelle pour allumer le feu, tout simplement, pour reprendre un chanteur célèbre qui est décédé il y a un an. Et les supporters ont lancé des cris d'alarme. Il y a une véritable 7000 Lensois sont attendus à Valenciennes. 7000 Lensois sont attendus. Une tribune leur est réservée, ce qui a fait grincer énormément de dents du côté des supporters valenciennois. Sur les réseaux sociaux de se chambrer. Il faut savoir que depuis que Lens n'a pas pu jouer ses matchs au stade du Hainaut lors de la rénovation du stade Bollaert, les supporters lensois en veulent aux supporters valenciennois qui n'y sont pour rien. Alors qu'avant, il y avait plutôt une bonne entente. Le bassin minier, historiquement plutôt la même ferveur, le même engouement, et ça a cassé quelque chose. Et aujourd'hui, on est plus dans des espèces de règlements de compte, de jalousie, tout ça amplifié évidemment par les réseaux sociaux qui créent certains sentiments et une certaine atmosphère très tendue et qui pourrait malheureusement se traduire par on l'espère pas, mais par une ambiance malsaine, des débordements, une ambiance malsaine avant, pendant ou après le match. Ce qu'on ne souhaite évidemment pas, mais je sais que les pouvoirs publics valenciennois et le club sont sur les dents. Ils sont très inquiets par rapport à ce derby. Nous y serons d'ailleurs, France Bleu Nord et France 3 aussi. Nous y serons ensemble d'ailleurs samedi à 15h le derby. Allez, Benoît. Ouais, attention quand même, parce que si vous regardez le bouquin de notre ami Olivier Brochard et Jean-Baptiste Alloire sur les 110 derbys qui ont eu lieu entre Lens et Lille, statistiquement, c'est souvent l'équipe la moins bien classée qui profite du derby, parce que ça nivelle les valeurs, parce qu'il y a d'autres éléments qui viennent se mettre. C'est pas seulement l'aspect sportif, absolument. Footballistique. Et donc attention aux Lensois, parce qu'une troisième défaite, on en parlera tout à l'heure, trois défaites consécutivement en championnat, ça pourrait leur faire mal, comme une défaite valenciennoise ferait mal à Valenciennes. C'est pour ça que derby dangereux. Derby très dangereux, très 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 dangereux. Tony Gioacchino, ancien joueur professionnel, on l'a pas dit tout à l'heure. Dur défenseur lillois et après dur directeur sportif. C'est un doux euphémisme. Je vous remercie de votre gentillesse. Je me rappelle, il y avait c'est Patrice Rio avec lui. Quand on est défenseur, tout à fait. Je pense pas que ce match-là soit une bonne chose également pour Valenciennes, parce que d'abord je crains qu'ils puissent s'enfoncer et que s'ils prennent un but rapidement, le public va venir très hostile. Ça risque d'être chaud, hein. Et après, c'est des matchs, des fois, qui sont un petit peu trompe-l'œil. C'est comme lorsqu'il y a eu la dernière trêve internationale, ils ont fait un match amical contre Reims. On en a parlé à l'époque en studio. C'est un bon résultat, on a fait un bon. Qui a dit ça? C'est moi? Non, le staff de Valenciennes disait que le match avait été intéressant. C'est un match aux références. C'est de la foutaise. Des matchs amicaux pendant les trêves internationales ou un derby que même s'il le remporte, c'est pas pour autant que la saison de Valenciennes sera du gâteau. Donc, c'est un match très compliqué pour Valenciennes, comme la saison le sera pour elle. François Launay. C'est aussi un match qui a peut-être marqué un tournant pour la suite des opérations du côté de Valenciennes. Il semblerait qu'un projet de reprise poussé beaucoup par la ville de Valenciennes et le pouvoir politique, évidemment c'est le projet de Patrick Partouche, soit en train d'être mis sur les rails pour éventuellement trouver une solution à cette espèce de blocage qui se passe aujourd'hui. Et qu'il ne faut pas avancer les choses pour Valenciennes. Et Eddy Zdiek, en tout cas,
a vraiment, et je crois pas que ce soit vraiment envie de passer la main. Je pense qu'il en a ras-le-bol de. C'est vrai que c'est pas facile non plus de se faire insulter. Il se fait bien évidemment en tribune. C'est pas facile à vivre. Il y a une espèce de ras-le-bol de la part des Didier qui a envie de partir dignement. Et c'est cette solution-là qui pourrait être trouvée dans les 15 jours qui vont suivre après le derby, puisqu'il n'y aura pas de match après le derby, ce sera la trêve internationale. D'accord, la musique elle parle, donc on va changer de sujet. On va passer dans un quart d'heure à la revue du net avec vous, Maxime. Ouais, on parlera rapidement de Torgan Hazard, on parlera également du capitaine du LOSC, Adama Soumaoro, et puis de 2 jeunes pépites de notre championnat, Kylian Mbappé évidemment, et aussi Jonathan Iconé. Tribune sang et or, Christian Palka, Maxime Lichtvoet. Alors, tribune, on va passer au deuxième sujet. Autour de la table, Maxime Lichtvoet, France 3, Benoît de Quevauvillers, France Bleu Nord, et aussi Médiacité, Médiacité France Bleu Nord. Dans l'ordre que vous voulez. Tony Giaquinto, ancien joueur du LOSC et directeur sportif avec le regretté Bruno Metsu. François Launay, 20 minutes, mais aussi commentateur chez nous, France Bleu Nord, les matchs. Et puis Jean-Marc Devray de France 3 région Nord-Pas-de-Calais. Voilà, alors le premier sujet, c'est... On l'a dit. On est au deuxième sujet. Au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette défaite lensoise, la deuxième en 2 matchs consécutifs, et puis la première au Stade Bollard devant les supporters, ça n'était pas arrivé. La première fois qu'on encaisse un but. Ouais, c'est exactement, Christian. Il y a, à mon avis, un très gros manque de réalisme en fait à relever de ce côté de ce match-là. Rapidement, quelques statistiques. Lens a eu 63% de possession du ballon, 12 tirs contre 6 pour les Castelroussins, 4 tirs cadrés contre 3. Et malgré ça, ça finit sur le score qu'on connaît, 1-0. Un gros manque de réalisme caractérisé par juste 2 exemples, notamment en première mi-temps. Je pense que c'est là que les Lensois ont raté le coche. Il y a Yannick Gomis qui, en début de match, sur une frappe repoussée, met un plat du pied. Il est à peu près dans les 6 mètres. Il met un plat du pied directement en tribune. Et puis il y a Walid Mesloub, le capitaine lensois, qui, juste avant la pause, revient sur son pied gauche à l'angle de la surface, qui tente un enroulé. Et malheureusement, ça vient heurter la barre. Un manque de réalisme qui malheureusement se paye cash, parce que même si le gardien lensois Jean-Louis Léca n'avait pas eu grand chose à faire, il encaisse un but sur une frappe contrée en fin de match. Rien d'alarmant en tout cas au classement pour Lens, qui est toujours sur le podium, mais attention parce qu'il y a un petit trou qui peut être fait par Metz si Metz gagne ce soir à domicile face à Auxerre. Alors ce qui est un peu inquiétant, c'est surtout la manière. Donc j'étais au match, effectivement, il y a eu 2 mi-temps. Une première mi-temps qui a été largement dominée par le RC Lens. Effectivement, il y a eu malheureusement un manque de réalisme, puisque aussi bien Yannick Gomis que Thierry Ambroise n'ont pas été très réalistes. Et puis il y a eu un contraste complet en deuxième mi-temps avec une équipe de Châteauroux qui est revenue avec d'autres intentions et qui a totalement baladé les Sarailleurs durant cette deuxième mi-temps. Et là, effectivement, j'ai eu l'impression qu'il y a quand même un ressort qui s'était cassé et que les Lensois commencent à perdre confiance. On a trouvé les Lensois un peu sans solution, notamment au milieu de terrain. Je ne sais pas si Benoît, c'est l'impression que vous avez eue. Absolument. Et pour rebondir sur ce que dit Jean-Marc, le coach de Châteauroux a expliqué justement, alors il est très très fan, nous a-t-il dit, de Walid Mesloub, le joueur de Lens. Et il expliquait que quand Mesloub joue dans les 30-35 derniers mètres, il est hyper dangereux, parce qu'il nous disait il peut jouer à droite, à gauche, central. Il est très bon dans la distribution du ballon. Sauf qu'en deuxième période, Mesloub, il est redescendu beaucoup plus bas, un petit peu à la meneur de jeu devant sa défense pour distribuer d'un petit peu plus loin. Il a abusé certainement des ballons longs. Et là, Châteauroux a eu beaucoup plus de facilité à défendre et à se projeter vers l'avant. Mais ça, c'était un choix tactique de Montagnier. Donc, parce que l'inefficacité de son équipe en première période, il y a eu quelques changements. Bref, je pense là aussi que tactiquement les Lensois n'ont pas trouvé la solution, mais en tout cas je voudrais quand même préciser qu'à mon sens, entre la première mi-temps au Havre et la première mi-temps face à Châteauroux, il y a quand même 2 univers d'écart où ils avaient été très inquiétants au Havre, où là, voilà, à domicile, quand vous ne marquez pas les premiers, vous êtes systématiquement dans une situation compliquée. Oui, d'accord, mais c'est la deuxième défaite. Ah oui, bien sûr. Mais Christian, il n'y a que les supporters qui imaginent que Lens est sur la voie royale pour monter en Ligue 1. Non, mais attendez, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je dis pas, on sait que Lens va perdre des matchs comme toutes les équipes du championnat. Voilà, bien sûr. Mais quand vous perdez, c'est-à-dire que
on dit toujours, on peut se tromper une fois, pas 2 fois. Là, c'est 2 erreurs, tout sûr. Ouais, Disons que le signal d'alarme est orange vif. Ce sont 2 matchs différents, c'est pas du tout la même prestation, Benoît l'a dit. Autant au Havre, c'était plutôt inquiétant par rapport à la copie rendue, Ouais, autant là, face à Châteauroux, il n'y a pas besoin forcément de s'alarmer. Après, ça va être long, non, très long. Attendez, François, c'est un marathon. on s'alarme pas. Sauf que, jusque maintenant, l'attaque, elle réglait le problème, et la défense, elle encaissait rien. Là, maintenant, ça. Alors que c'est pas beaucoup, alors, est-ce que simplement, mais c'est pas un petit coup de mou, Juste un petit mot. Quand même, quand vous êtes à domicile, que vous pressez, comme Jean-Marc l'a dit, pendant la première période, ils ont pressé les Castelroussins. Si vous marquez pas, vous pressez parce que vous voulez gagner le match. Vous vous déséquilibrez. Parce que le foot, si c'était j'ai envie de marquer, je marque. Non, mais pourquoi il y a des gomistes et moins efficaces? Maxime vient d'expliquer. Mesloub, à l'entrée de la surface, a tiré au-dessus. Je suis d'accord avec Christian, il y a peut-être un petit coup de mou, parce que moi j'ai trouvé par exemple Ambrose et Mesloub un peu empruntés. C'est sévère, il y a 2 semaines, il y a 10 jours, ils étaient en feu face au Gazélec. Non, on n'est pas sévère, François, on s'interroge. Question, arrêtez avec le coup de mou. Chez des professionnels qui s'entraînent tous les jours, le coup de mou, ça n'existe pas. Mais on l'a déjà dit, attendez, je vais vous donner un exemple. Quand même. Ouais, enfin, mercredi dernier, Verratti, il était à 1 gramme. Il a passé la moitié de la nuit. On sait pas. Attendez, il a passé la moitié de la nuit. Il a passé la moitié de la nuit en cellule de dégrisement et 48 heures après, il a été excellent contre Lille. Donc, arrêtons avec ce coup de mou, cette fatigue, etc. D'accord, on arrête. Non, je pense que quand. Je suis pas d'accord avec vous. Les coups de mou, j'y crois pas parce qu'il y a. Pardon, vas-y Benoît. Non, mais juste pour terminer, vous avez vu la défense de Châteauroux? C'était des Golgotes qui ont mis des coups, qui ont bien cassé le jeu adverse. J'étais 15e avant d'arriver là. Ça veut rien dire. Quelle est la relation entre le classement et le résultat? Un jour, vous me l'expliquerez, Christian Palca. Là, je dépose les armes. Je ne comprends pas la relation entre le classement et le résultat. En général, l'équipe est nettement moins bonne. Non, attendez. Enfin, Christian, attendez, les équipes qui débutent c'est bien, une évidence. ça veut dire que les premiers gagnent toujours contre les derniers. Bah oui, voilà, je prends note. Non, mais je vous dis, c'est la 2e fois. Ils font 2 fois, ils gagnent contre une équipe plus le faible. Havre était pas. Le Havre était plus faible à 2 places derrière. Oui, je crois qu'il faut faire la différence entre Le Havre et Châteauroux. Tu perds au Havre 2-1. Bon, le plus embêtant au Havre de perdre, bien sûr, c'est de prendre un but à la 46e minute. Par un manque de concentration, sur un coup de pied arrêté, où tu sais où le ballon va atterrir. Il suffit d'être vigilant, d'être concentré, puis tu dégages en touche, et tu fais 0-0 à la mi-temps, et peut-être que tu te donnes les moyens de gagner ce match-là. Quand tu reviens à la 46e, juste avec des buts qu'on appelle psychologiques négatifs, bon, après, il faut pas, je veux dire, il faut être modéré dans nos propos. Non, mais je suis modéré, moi, je pose la question. Par contre, le coup de mou, excuse-moi, j'y crois pas, parce que à chaque fois qu'il y a une trêve internationale, il y a pas de mal. Il y a combien de professionnels par équipe, par club? Ils sont à 30. Oui. Alors où est-ce que le coup de mou? C'est toujours les mêmes qui jouent. Mais ça, c'est un problème de coaching. J'allais dans votre sens du coup de mou, Christian, parce que je suis un mec sympa et que je vous apprécie. Il y aura coup de mou vraiment s'il perd le derby. Voilà. Là, on pourra parler. Là, d'accord. Là, il y aura vraiment un coup de mou parce qu'en effet, là, ils vont jouer une équipe qui est complètement en détresse. Attendez, ne tapez pas dessus. Je me pose la question. François, moi, je suis pas d'accord. S'il y a des fêtes, ça fait quand même 3 d'affilée. Non, s'il y a des fêtes dans le derby, ça voudra pas dire coup de mou. Ça voudra dire qu'on a vu cette équipe beaucoup plus belle qu'elle n'était. Et ça veut dire qu'en début de saison, attendez, ça veut dire qu'en début de saison, ils auront eu des résultats très flatteurs et que finalement, peut-être que l'amalgame, il n'est pas aussi. Non, mais j'ai dit si ils perdent au Valenciennes. Peut-être que l'amalgame n'aura pas été aussi excellent que ce qu'on pensait. Il y a 15 jours, ils ont mis 5 au Gazélec, les 30 au niveau du Gazélec. 6 absents. Non, mais 6 absents. À chaque fois, ils se sont présentés à 11, vous avez une stat. Oui, non, juste pour vous dire que sur les réseaux sociaux, pas mal de réactions de la part des supporters lensois on a en tout cas aujourd'hui sur le Facebook Live, notamment là celui de France 3 Nord-Pas-de-Calais, on a des supporters lensois assez optimistes qui nous disent que c'est pas grave, que ça va aller et qu'ils vont se refaire pour le derby contre Valenciennes. Moi, j'avais une question aussi, j'ai eu l'impression que les Lensois, s'ils ont perdu ce match, alors c'est peut-être qu'une seule action, mais en tout cas l'action du but, c'est parce que les Lensois, à trop vouloir absolument marquer, se sont un peu découverts. Et l'action du but, c'est Tarat qui notamment tente une roulette alors qu'il est à 30 mètres des buts adverses. Est-ce qu'on n'a pas eu un petit péché d'orgueil, ou c'est bizarre de dire ça, mais peut-être un peu trop d'ambition et du coup on s'est trop découvert côté Lensois? Après, tactiquement, le public de Bollaert pousse son équipe. Et là, il faut faire attention. Moi, je me rappelle d'une grande période du Racing Club de Lens, lorsque le Racing Club de Lens était entraîné par Patrice Berg, qui est un ami. Et Patrice, il a gagné beaucoup de matchs à Bollaert. Il a fait très bons championnats. Il était 3e. Et à Lens, il jouait le contre. Parce que si dans les 20-25 minutes où tu attaques, tu te découvres, tu marques pas,
si tu continues à persévérer comme ça, t'as un retour de bâton. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a, sous Casanova et Casanova gagnait pas un match. Et même comme Boiré, ils avaient le public. À un moment, ils avaient leur propre public contre eux. Hein. Le public, j'ai Thomas contre le Gazélec, ce public, il est extraordinaire. Il y avait 28 000 personnes. Moi, je comprends pas comment on peut être mauvais. Oui, mais dans le passé, justement, les joueurs étaient souvent tétanisés. Ils avaient l'impression. Voilà, donc là, il y a un contexte qui est quand même très différent. Il est favorable. Je comprends. On peut pas être mauvais à Bollard avec un tel public qui se pousse. Jean-Marc l'a dit, ça peut vous tétaniser. Oui, mais avec Casanova, le public était tétanisé. Les joueurs étaient tétanisés. Christian, moi, c'est plutôt le phénomène aspirateur qui m'inquiète à Bollard. C'est-à-dire que si l'équipe adverse, comme a fait Châteauroux, elle vient avec la seule intention de défendre pendant 45 minutes. Elles vont toutes venir comme ça. En mettant vous avez encore une fois, les Golgoth qu'il y avait en défense. Je suis d'accord avec vous. 2 lignes de 4, tranquillement. On laisse les Lensois se casser les dents pendant 45 minutes, 50 minutes, 60 minutes. Et à un moment donné, vous avez un contre. Attendez, laissez-moi vous poser cette question. Le problème à domicile, c'est non, mais attendez, il y a eu des matchs à domicile avant. Ils n'avaient pas perdu un match. Oui. Les équipes ont aussi joué comme ça. Et ils avaient trouvé la solution. Non, mais c'est ce que je vous dis. Quand vous marquez rapidement, vous explosez l'équipe adverse. Ouais. Quand les Lensois ouvrent la marque à domicile et qu'après l'adversaire est obligé de jouer, là, en général, ça se passe mal. Cette équipe-là, elle a énormément de talent. Mais le talent qui lui manque, c'est de gagner des matchs comme ça compliqués, avec une défense très basse, un bloc très bas, où là, elle ne trouve pas la solution, donc elle s'use. Et là, Maxime a raison. C'est qu'à un moment donné, comme ils veulent le gagner, comme ils veulent absolument le gagner, ils se découvrent. Ils prennent de plus en plus de risques. À un moment donné, vous avez Radovanovic et Taarabt, ils défendent sur la ligne médiane. Et si vous perdez un ballon sur un corner ou un coup de pied arrêté, et qu'en face, ça sort très vite, vous finissez par vous faire. C'est ce qui s'est passé. Le but, il le prête pour Et l'entraîneur de Châteauroux, j'avais lu dans la presse, c'était un élève de Montagnier lorsqu'il était à la DTN. Donc, il connaît très bien comment. C'était qui l'entraîneur Montagnier? L'entraîneur de Nicolas Châteauroux. Ouzeil. Voilà, il a été formé par Régine Alray, Marseille Consola. Oui, mais donc il sait très bien comment Montagnier fait jouer ses équipes. Donc ça a été peut-être bien réfléchi, la tactique qu'il a mis au point à Bollard. Tony, vous savez ce que disait un vieil entraîneur? Il disait quand on n'a pas de talent, il faut être malin. Oui, tout à fait. Voilà, quand vous jouez contre plus fort que vous, il faut être plus malin que l'adversaire. Il ne faut pas accepter le combat, il faut être plus malin. Le problème, c'est que maintenant, quand même, les entraîneurs de Ligue 2 ont constaté que Philippe Montagnier joue toujours avec le même système, avec les mêmes joueurs. Ça donne, on sait maintenant la solution. En fait, il faut faire le mur de Berlin derrière, comme l'avait fait le Paris FC avant, et bloquer la marquer un peu. Voilà, mais c'est le risque d'une équipe qui veut monter et qui a tendance à vouloir attaquer. Les équipes adverses, si elles sont intelligentes, elles viennent derrière, elles jouent à bloc bas, comme on dit maintenant, et puis c'est compliqué. Si tu marques pas d'entrée, tout explose à des contres meurtriers. Après tout, et je vais vous montrer que je panique pas et que je suis pas défaitiste. La conclusion, ils sont toujours sur le podium. Tout à fait. Et il y a une trêve, il y a le derby, après il y a une trêve qui va arriver, une deuxième trêve. Je suis d'accord avec François, c'est le match de Valenciennes qui pourra situer l'équipe de Lens s'ils perdent un troisième match. Attention, ce match de ce derby peut être dramatique pour les deux équipes. Non, le plus dramatique pour Lens. Voilà. Embêtant pour Lens. Trois défaites d'affilée, ce serait quand même une grosse contre-performance. Metz, on a connu deux il n'y a pas si longtemps. Ils sont toujours en tête du classement. Voilà. Voilà, c'est terminé pour Lens. On va passer dans quelques instants à Lille. Ouais, messieurs, et juste avant de terminer, de clore cette deuxième partie, Christian, dans un quart d'heure, on aura le Palcapif. Les pronostics sur quel match va-t-on parier cette semaine ? Sur 2 matchs, le vendredi, le fameux Lille-Strasbourg, ce sera la revanche de la Coupe de la Ligue. On peut espérer que le résultat ne sera pas le même. Et le lendemain, le samedi, le derby, Valenciennes-Lens. On en reparlera un petit peu. On va essayer de prendre un peu de temps pour les pronostics, pour justement parler un peu plus du derby. Alors maintenant, la revue du net, Maxime, on parle de quoi ? Eh bien, cette semaine, on va commencer cette revue de presse des réseaux sociaux avec des nouvelles de Thorgan Hazard, petit frère d'Eden. Donc Thorgan Hazard qui a été formé à Lens. Et bien aujourd'hui, messieurs, au cas où vous n'avez pas suivi, Thorgan Hazard joue à Mönchengladbach en Allemagne. Eh bien, il est actuellement co-meilleur buteur du championnat. Déjà 7 buts en 10 matchs pour Thorgan Hazard. Il a mis un doublé ce week-end face à Düsseldorf. Une performance que n'ont pas manqué de souligner, notamment les supporters lensois, évidemment, sur Twitter, qui tous ont souhaité une belle progression aux jeunes joueurs belges. Allez-y. Juste un tout petit mot pour vous rappeler quand même qu'il y a quelques années, Eden Hazard disait, en parlant de son petit frère, vous verrez, il est plus fort que moi.
Je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais Eden pensait ça de son petit frère. D'accord. Eh bien, autre actualité qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, et je vais vous demander une réaction assez brève, s'il vous plaît. Adama Soumaoro, donc le capitaine du LOSC, un franco-malien, il avait dit dans les colonnes du Parisien, juste avant le match PSG-LOSC, qu'il avait l'équipe de France dans un coin de sa tête. Alors, Adama Soumaoro est à 26 ans. Jeudi, Didier Deschamps doit donner sa liste. A priori, Adama Soumaoro n'y sera pas. Mais est-ce que Adama Soumaoro a une chance de venir un jour, pourquoi pas, taper à la porte de l'équipe de France s'il confirme son très bon début de saison, Tony? Non, j'y crois pas. Il y a, surtout à la place qu'il occupe, il y a quand même des joueurs de qualité qui sont là. Il y a Laporte, il y a l'Anglais qui joue à Barcelone. Avec tout le respect que j'ai pour le joueur lillois, je pense qu'il est quand même... enfin, après, les miracles peuvent arriver. Qui aurait pu dire il y a 6 mois que Pavard aurait fait toute la Coupe du Monde. Et donc... Il y a une différence d'âge entre les deux. Oui, mais il y a plein de joueurs comme ça. Le joueur de Séville, le milieu de terrain défensif, Nzonzi, il fait la Coupe du Monde, personne ne le connaissait. On ne sait pas s'il était grand, s'il était petit, s'il était blond. C'est noté. Donc voilà, mais j'y crois pas. Un peu de pessimisme, d'accord. Et puis une dernière info, la belle histoire qui a été repérée par le site espoirdufootball.com, qui a retrouvé une vieille photo qui a à peu près une dizaine d'années, une photo d'une équipe de jeunes de Bondy en région parisienne. Et sur cette photo, on a retrouvé Kylian Mbappé qui était sur la photo juste à côté de Jonathan Iconé, le joueur du LOSC. Les deux joueurs ont porté les mêmes couleurs. À Bondy, visiblement, ils n'ont pas oublié leur passé commun, parce qu'ils ont échangé leur maillot vendredi, ils ont pris des photos ensemble qu'ils ont postées sur les réseaux sociaux. Et vu que je vois qu'il me reste un tout petit peu de temps pour vous donner une dernière information, justement, Mbappé et Iconé, ils sont tous les deux dans la liste des 20 finalistes pour le Golden Boy. Alors le Golden Boy, je sais pas, au cas où tout le monde ne connaît pas, c'est le trophée du meilleur jeune de moins de 21 ans. Pas de suspense. Européen. Alors il n'y a pas de suspense, laissez-moi terminer, après je vous donne la parole. Parmi ces 20 finalistes, on a notamment Kylian Mbappé, Oussem Aouar côté français, on en a d'autres. Et puis on a des joueurs assez connus comme Alexander Arnold qui joue à Liverpool, Vinicius Junior au Real Madrid, Justin Kluivert à l'AS Rome. Kylian Mbappé a gagné l'année dernière, en 2017. Il a gagné cette année. Pour vous, François, c'est aucun doute, mais très largement. Il est loin devant. Il est déjà champion du monde. Copa, je crois, titulaire de l'équipe de France, buteur en finale à 19 ans. Aucun suspense. Et dans le concours des Golden Boy de danseurs de samba dans les bars de Lille, il paraît que vous êtes en tête, François Lemay. Non, c'est toujours il y a quelques années, j'aurais pu y prétendre. Là, c'est terminé. Il a coupé ses cheveux, François. On n'a pas encore la date de la remise du trophée cette saison. Et en tout cas, sachez que pour le règlement, ce sont 30 journalistes européens qui seront amenés à voter. Tribune, LOSC, Christian Palka, Maxime Lichtvoet. Alors la troisième thématique, on passe à Lille avec vous, Maxime Lichtvoet de France 3, vous, Benoît de Quevauvillers, Média Cité, Tony Giaquinto, ancien joueur de football, et puis directeur sportif. Et entraîneur aussi, un peu. Entraîneur du MAC, voilà, le fameux MAC à Mons. Oui, François Launay, 20 minutes, et Jean-Marc Devray, France 3. France 3, Jean-Marc, c'est le Palka de France 3, c'est lui qui fait tout le sport. Vous nous la faites à toutes les émissions. Alors, le troisième sujet, faut-il être déçu ou pas du résultat de Lille face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes? C'est la question, mais avant d'aborder la question qui fait débat, messieurs, tout de suite la statistique qui réconforte un peu le clan lillois, Maxime. Ouais, des statistiques pour étayer le fait que les Lillois ont quand même bien résisté au Parc des Princes et qu'ils ont été assez loin d'être ridicules. Plusieurs stats. Tout d'abord, les Lillois n'ont encaissé que 2 buts. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais c'est quand même moins que tous les autres adversaires du Paris Saint-Germain. Systématiquement en championnat, le Paris Saint-Germain avait mis 3, 4, voire 5 buts à leurs adversaires. C'est aussi la première fois de la saison que le Paris Saint-Germain remporte un match avec un seul but d'écart. Alors voilà, on peut se dire que les Lillois ont un peu plus accroché leur adversaire. Et puis dernière stat, alors comme vous le disiez Christian, je suis pas sûr que ça suffise à satisfaire les Lillois, mais les Dogs sont l'équipe qui a le mieux résisté à Paris, dans la mesure où ils ont résisté jusqu'à la 70e minute avant d'encaisser un but. C'est mieux que tout autre adversaire du PSG. Donc voilà, si on regarde les stats ensuite du match, les Lillois ont clairement été dominés en possession de balle, en tir, en occasion. Et puis si on regarde le contenu du match, peut-être qu'il y aura des moyens pour certains supporters d'être un peu plus mitigés, un peu plus déçus. En tout cas, dites-nous sur les réseaux sociaux, supporters du LOSC, donnez-nous votre avis si vous pensez que le LOSC aurait pu mieux faire, peut-être accrocher un match nul. On va en débattre en tout cas ici en plateau. Voilà, alors on va répondre à la première question. Faut-il être déçu ou pas du résultat du LOSC? Alors, pas tous en même temps. Jean-Marc Devray.
Alors moi j'ai eu un sentiment partagé. À la fin du match, j'ai trouvé que finalement ils n'ont pas été si mauvais. 2-1, c'est un bon résultat. Et puis après j'étais voir une chaîne spécialisée de football et tous les consultants pour une fois étaient d'accord pour dire qu'ils avaient été déçus par le LOSC, qui a vu énormément de déchets techniques et qui s'attendait à avoir quand même une équipe un peu plus offensive que ça. Donc effectivement, moi contrairement à vous et aussi à Benoît, moi j'ai pas donné mon avis, je vais vous le donner moi. Je vais dire pourquoi j'ai pas été vraiment déçu, c'est que vous comme Benoît croyez que vous affirmez que le LOSC va terminer deuxième à la fin de la saison et donc devenu la meilleure équipe française hors catégorie puisque le PSG est complètement à part. Moi j'ai jamais pensé que le LOSC était à ce niveau. S'il termine dans le top 5, ce qui me semble possible, ça sera déjà pas mal. Mais là je crois que c'était le test. Ils ont montré leurs lacunes. Ils ont été quand même très très écrasés en deuxième mi-temps. Et puis finalement ils s'en sortent à 15 résultats honorables. Donc il n'y a pas vraiment à être déçu. Je pense qu'ils ont joué à leur niveau. On va revenir après sur les lacunes. François Launay. Oh non, pas déçu du tout. Logique respectée. Lille n'a pas eu non plus de 15 000 occasions pour vraiment se dire ils sont passés pas loin. Non, ils ont été dominés, ils ont bien défendu. 3 occasions de 2 tirs cadrés. Ouais, voilà, ils ont bien défendu. C'est peut-être ça la satisfaction, c'est de les avoir vus bien défendre pendant 70 minutes avant de céder sur un exploit individuel. Et puis. Ouais, non, moi, c'est de toute façon, depuis quelques matchs, je trouve que Lille est un peu en dedans par rapport à ce qu'on a eu contre Saint-Etienne, contre Marseille. Mais contre Caen, c'était déjà un peu moins brillant. À Dijon, c'était déjà un peu moins brillant. Là, à Paris, de toute façon, on s'attendait, vous l'avez dit, on s'attendait pas à grand chose sauf un exploit. Bon, il n'a pas eu lieu, il n'y a pas péril dans la demeure. Voilà, c'est tout, c'est terminé. Mais il n'y a pas à être déçu du tout. Hein. Quand j'ai vu le début du match, pour faire une métaphore vélo, j'aime bien de temps en temps, j'ai eu l'impression de voir Cancellara lâcher Bounen dans Garamond ou dans Paris-Roubaix. Est-ce qu'ils avaient un accélérateur sur le guidon ? Pour l'instant, ça fait un déçu, un pas déçu. Tony Giaquinto. Score honorable, mais défaite. Et déçu de la prestation du LOSC, oui. Déçu de la prestation. Je m'attendais à mieux. Je l'avais dit il y a 15 jours que je pensais que, franchement, que le LOSC pouvait faire quelque chose au parc. J'étais très déçu par les 5 attaquants. Oui, on va en parler. Les 3 et les 2 qui sont rentrés, inexistants. Et ce qui m'a aussi mis hors de moi dans mon fauteuil, c'est qu'après le match, à l'interview, Pépé, il dit on a pris des buts qu'on aurait pu éviter. La défense a été impériale, la défense. Si les attaquants avaient joué comme les défenseurs ont joué, je pense que je trouvais sa remarque un peu déplacée. Je suis d'accord avec vous. Plus. Benoît de Carovillers. Moi, je peux pas être déçu vis-à-vis d'une équipe qui a eu 0 occasion en 90 minutes. Ils ont frappé 2-3 fois. Je sais pas où vous trouvez les tirs cadrés, mais très honnêtement, j'ai pas souvenir de véritable occasion. En première mi-temps. Avant le penalty, c'est offensivement inexistant. Bamba, Icone et Leao ont été catastrophiques. Sauf que il faut quand même souligner, et Tourelle l'a dit, ils ont obligé les Parisiens à faire leur meilleur match de l'année. Tourelle, il a été dithyrambique avec ses joueurs. C'est un et élément, ça, c'est quand même les Lillois qui ont poussé les Parisiens à devoir notamment les étouffer pour pas laisser de profondeur au bip-bip classique. Et juste pour répondre à Jean-Marc, alors, Monaco est en soins palliatifs, Marseille est à l'agonie, et Lyon est convalescent. Moi, je continue à dire que Lille finira deuxième. Mais vous savez qu'en deuxième partie de saison, les valeurs réelles se révèlent. Mais il ne faut pas qu'ils aient 20 points de retard. On va écouter, après, ça va être loin. On pariera une petite bouffe, Jean-Marc, à l'occasion. On va écouter l'avis de Maxime Lichtwood. Ouais, moi, mon avis, c'est que je suis assez déçu, notamment par l'exploitation des rares ballons offensifs de contre de la part des Lillois. Je trouve qu'il y a eu un manque de justesse technique dans la conduite de balle, des passes, des jeux de transition, notamment à 40 mètres, 50 mètres début. C'était dommage. Il y avait quelques contre-attaques à jouer, des ballons un peu bêtement perdus. Et je voulais vous relayer pas mal de questions qu'on a sur les réseaux sociaux. Il y a Fred qui nous parle du système tactique du PSG qui, d'après lui, a considérablement gêné les Lillois. Est-ce que cette défaite de Lille elle est entre guillemets imputable au fait que Tuchel a très bien géré son match? Première question, et puis je vous en donne une deuxième pour la route, comme ça on répondra un peu à tout ça pêle-mêle. Qu'avez-vous pensé de la solitude toute relative des attaquants lillois? On parlait de Leao tout à l'heure qui n'a pas fait grand-chose, de Bamba. Il connaît Bamba, pareil. Mais ils se sont fait serrer au short dès qu'ils avaient le ballon. Verratti et Draxler ont fait un travail de harcèlement sur le porteur du ballon, et comme devant ça tient bien, avec un demi-gramme dans chaque jambe, mais Paris s'est employé. Paris, non seulement d'habitude c'est des lévriers, ils courent très vite et ils sont très forts. Là, ça a été des pitbulls en plus. Ils avaient les qualités individuelles et collectives pour étouffer les Lillois. Ils l'ont bien fait. Et deux fois en début de mi-temps, la première mi-temps, et pareil en début de deuxième mi-temps, ils ont asphyxié tout le monde. Mais je crois qu'il y a eu un gros travail durant la semaine du coach parisien, parce que la manière de jouer du LOSC, elle est très facile à analyser.
À partir du moment où ils ont 50 mètres de profondeur, ils poussent le ballon et ils courent. C'est même pas une action combinée, c'est même pas des dribbles. Je dis pas qu'ils dribblent jamais, mais c'est surtout de la vitesse pure. Bon, il suffit que tu cours plus vite que ton adversaire, tu vas arriver le premier sur le ballon. Bon, et si tu sais l'utiliser, tu as des chances de marquer ou de faire marquer. Et là, ce que j'ai remarqué, moi, ce match-là, c'est que dans les 35 mètres lillois, les Parisiens étouffaient le Lillois. Ils se retrouvaient à 2, voire à 3 joueurs. Et là, je trouve qu'on a manqué de la part les de attaquants. Draxler, qui joue un cran plus bas. Mais Draxler, il est bon contre Lille. Il sera moins bon contre Naples, comme il a été moins bon contre Barcelone. C'est pas Draxler qui va être champion d'Europe, les Parisiens. Il est bon pour jouer pour Lille, pour jouer contre Lorient. Il a été efficace au milieu milieu de terrain. Il est bon. L'année passée, il a fait des matchs au milieu de terrain. En Champions League. On l'a vu Qu'est-ce qu'il a fait ouais. Non, c'est un bon joueur, mais c'est pas lui qui va amener le PSG en finale de la Champions League. Non, mais il n'était pas face au final de la Champions League. Ils ont eu le ballon pendant 90%. N'importe qui autour de cette table, on serait pas mauvais avec le Paris Saint-Germain. Oui, Christian, c'est comme ça. Ils ont tellement le jeu à leur compte, facilité. Par contre, mais où ce que je reproche aux Lillois, c'est qu'ils ont manqué d'intelligence par rapport à la situation. Oui. À chaque fois qu'il y avait 3 Parisiens, ils s'évertuaient à vouloir passer tout seul. Ils perdaient rapidement le ballon. Vous savez qui a été très déçu? Moi, j'étais étonné d'ailleurs. Très, très, très déçu. Christophe Galtier. Bah, bien sûr. Christophe Galtier, quand il est arrivé après, il est venu longtemps après, hein, dans l'amphi là au PSG, c'est un beau truc. Il est arrivé longtemps après. Il était vraiment déçu. Moi, je t'ai déçu. Il a quand même dit que la marche était trop haute. Non, mais mais il était déçu parce qu'il était comme nous. Il pensait, il croyait que son équipe allait pouvoir faire mieux. Il a dit, le PSG n'a rien lâché. Et nous, peut-être que nous on a eu quelques... C'est quand même une semaine qui aura été riche d'enseignements pour le LOSC, notamment dans le fait qu'avec cette défaite en Coupe de la Ligue à Strasbourg, on s'est quand même rendu compte... Enseignement positif en plus, non ? Que les remplaçants n'étaient pas à la hauteur des titulaires, et ça pourrait d'un seul coup. Ça pourrait compter quand même dans le niveau intrinsèque dans la suite de la joueurs. saison. Et on se rend compte aussi que le système du LOSC, et c'est ce que tu disais Tony, le système du LOSC commence à être connu de tous. Alors le Paris l'a magnifiquement bien exploité pour briser les offensives adverses parce qu'ils ont le talent pour ça. Mais voilà, je suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que le système de jeu du PSG, tout le monde le connaît et personne ne peut rien faire. Et là, il avait changé. Il a changé sa manière de jouer. Oui, ça dit, je vous rappelle quand même qu'il a fallu deux éclairs de leurs deux phénomènes pour marquer quand même. Ils sont pas été si impériaux que ça. Ils ont dominé le ballon. J'étais avec Benoît, on était scotchés. Avec une erreur de Soumaoro et de l'arrière-gauche. Là où je suis pas d'accord, c'est que pour réussir à mettre le LOSC dans cet état-là, un LOSC qui est flamboyant depuis le début de saison, moi je trouve que c'est parce que Paris a été excellent. Ah oui, excellent. Et c'est tout à l'honneur du LOSC. Je pense qu'ils ont ça a été travaillé à l'entraînement. Et ils ont mis leur point d'honneur que le LOSC peut finir deuxième. Les Parisiens ont mis leur point d'honneur à mettre un gros coup sur la tête du deuxième, sur la tête du dauphin. Les Parisiens vendredi ont assommé le championnat définitivement. On en parlera. Moi, je suis pas sûr qu'en jouant comme ça à Naples, je suis pas sûr qu'en jouant comme ça à Naples en Ligue des Champions, ils gagnent. Déjà, Naples, c'est pas du tout le même niveau. Sortie de ballon, ça sera autre chose. Il faudra marquer. Lille qui est pas trop mauvais, mais ils ont été étouffés. Ils ont été étouffés. Il y a eu un gros travail du coach allemand. Et on va terminer avec le LOSC. J'ai posé la question à Christophe Galtier si on pouvait faire un étalonnement de son équipe par rapport au PSG, mais par rapport à la prestation du PSG, par rapport aux autres équipes. Ils ont fait mieux que les autres équipes. Moins pire. Oui, ils ont perdu. Au final, ils ont perdu. Oui, mais attendez. Le LOSC ne va pas jouer tous les semaines contre le PSG. On est en train d'énerver Christian. Non, mais rassurez-vous, ils ont perdu. Il est 19h53. Lille va jouer contre Strasbourg et on en parle. Maxime Lichtovout. Le Palcapif. C'est le moment du Palcapif, les pronostics pour les matchs à venir. Donc juste avant de partir sur les pronostics du derby Valenciennes-Lens et du match de Lille face à Strasbourg, un petit retour sur les pronostics de la semaine dernière. On avait pronostiqué sur 4 matchs, le match de Coupe de la Ligue du LOSC et puis les matchs de chaque club lensois, Lille, Lens. Non, vous n'êtes pas dernier cette fois, Christian. Mais par contre, je dois reconnaître que c'est encore Benoît qui avait quasiment vu juste partout. C'était le seul à il faut pas connaître le football pour gagner des pronostics. Il m'en a
c'est comme ça, c'est comme Il ça. m'en a parlé toute la Je suis journée. désolé, aujourd'hui. non, Il mais avait, la vérité il avait des donc chiffres. la victoire de Strasbourg, la victoire du PSG, la victoire de Troyes. 3 Par sur contre, 4. tout le monde avait vu autour de la table la victoire de Lens. Donc là, autant dire qu'on s'est tous un peu plantés. On va commencer donc pronostics logiques, les pronostics de la semaine. Donc il y a 2 matchs, Valenciennes, Lens, Lille, Strasbourg. Qui veut commencer? Alors moi je vais commencer, Allez. ça va aller vite. Oh. Lille face à Strasbourg, à mon avis, ils vont gagner largement. Bon. Ah ouais. Largement. Et Au le moins- derby, au et moins le derby, 3-1. et le derby. Alors le derby, alors déjà sentimentalement, je vais pas m'engager. Et quand je suis un derby, quand je commente un derby avec Benoît ou avec François, j'aime bien que il y a 2 solutions. Soit que le club qui reçoit gagne chez lui et alors il perd au match retour, soit que c'est match nul. Et je pense qu'un match nul, c'est ce qui peut moins déranger les 2 équipes. Donc je vote match nul. T'es un peu normand. D'accord, Hein. ok. Ouais. Hein non, moi, je peux. Allez-y, Tony, allez-y. Lille, Strasbourg, un partout. Parce que Strasbourg, c'est une équipe qui joue. Et Strasbourg Elle a un vient de potentiel. battre Lille en Coupe de la Ligue. Alors peut-être oui, un puis petit c'est une ascendant équipe qui est psychologique. joueuse. C'était pas les mêmes équipes. C'est pas mal. C'était Je pas pense les qu'il mêmes peut. Je pense qu'il y aura. Mais Strasbourg est très bien peut classé. faire match nul. Oui. Strasbourg est 7ème. Et sur le derby, je dirais 1-2 pour Lens. C'est bien noté. On fera le point. Au la niveau semaine de la prochaine. valeur intrinsèque. Dites, à propos de Lille, moi je vais vous donner peut-être le mot de la Vas-y, fin pour Christian, Lille. vas-y, Je l'ai pas dit Christian. tout à l'heure. Je suis encore plus convaincu après ce match contre le PSG que Lille va faire une grande performance dans le championnat. Allez, on retourne au pronostic. Benoît pour les pronos. Oui, moi je pense à une petite victoire de Lille avec un but de Motiba qui mettra un petit peu l'excitation dans le stade, vous mais aimez bien une foot. victoire finale de Lille 2-1. Vous aimez bien foot un peu. Et je vois un match nul entre Valenciennes et Lens, 2 buts partout. Un Comme match moi, nul vous avez avec fait des comme buts. moi, Benoît. J'ai le droit de temps en temps. Vous êtes triché C'est pour vous aider, Christian. Jean-Marc. Alors je vois une victoire laborieuse de Lille, un petit peu comme sur les derniers matchs. Et puis j'ai pas de doute sur la victoire de Lens. Une victoire de Lens, d'accord. Et puis moi, je vais terminer avec. J'ai pas parlé. Hop, pardon. Allez-y. Ah, vous êtes là, François. Excusez-moi, François Launay, Je vais allez-y, vous déranger. Passez une bonne soirée. C'est étonnant, vous disiez rien. Non, mais 20 minutes, c'est fini, les 20 minutes. Non, mais j'étais Madame- sur ma feuille, je me disais bien qu'il manquait une ligne, il manquait quelqu'un. Madame Excusez-moi, Launay, elle va me reprocher, elle va dire attends, qu'est-ce que vous faites de mon mari? allez-y. Du coup, je vais prendre des risques parce que personne n'en a pris autour de la table. Je vois Valenciennes gagner 2-0 et je vois Strasbourg s'imposer à Lille 2-1. Je rappelle que pour nos auditeurs et comment on les appelle les spectateurs Des spectateurs. Je vous rappelle que vous êtes valenciennois. Je vous Et rappelle alors, que je suis né à Valenciennes. Oui, oui, c'est- c'est- d'accord. C'est important de le dire. Et puis moi, je vais donner victoire de Lille 2-0. Et puis malheureusement pour les Valenciennois, une victoire de Lens à l'extérieur 2-0. Les Lensois qui vont se relancer. il y a un classement général là, hein, vous notez. Au classement général, Benoît est très très bien et Christian, vous êtes pas terrible. Ah ouais, malgré ma performance d'aujourd'hui. Non, mais on verra la semaine prochaine. D'accord, Ça risque d'aller mieux. ouais, j'y tiens. Moi, je suis quelqu'un de longue durée. Juste un petit mot, Christian. Il y a un grand footballeur qui nous a quittés aujourd'hui, c'est Bruno Zaremba, un grand footballeur valenciennois. Et donc, oui. voilà, qu'il apprenne. Et donc, il a voilà. bien connu, Tony. J'ai bien connu, Bruno. Il nous a quittés trop tôt, mais je voulais avoir. Quel âge il quand même avait pensé pour lui, T'es plus jeune 63 que ans. moi. T'es plus jeune que moi. Eh ben, écoutez, on va Très, très bien connu. On va se quitter sur je ne savais pas. Voilà. Ah, moi non plus. Je vous remercie. Alors, Maxime Lictevoud de France 3, Benoît de Quevauville, Médiacité, Merci à vous, Christian. Tony Merci. On Giaquinto. parle pas de Verratti alors. Tona Giaquinto, il a été pris à 1 gramme. Ouais, mais là, il y a. Ah, mais là, moi, sa plage serait sortie le lundi et pas le mardi. Il aurait eu 24 heures de plus. Tony Giaquinto, vous n'avez jamais été pris à 1 gramme, vous êtes chez joueur au LOSC, défenseur rugueux. Puis jamais je ne buvais pas à Merci. l'époque. Toujours à 2 À grammes, l'époque, je ne Tony. buvais pas. François Launay, 20 minutes. Merci à vous. Merci beaucoup. Et Jean-Marc Devray, merci. France 3 Région. Bonne soirée à tous. Vous pouvez revoir l'émission sur le YouTube de France 3 et puis revoir l'émission en replay sur le Facebook de France Bleu Nord et de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Bonne soirée à tous. Tribune Nord, c'est aussi en vidéo sur les Facebook de France Bleu Nord et de France 3 Nord-Pas-de-Calais.